Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Dans l'actu vendéenne de ce mardi 23 décembre, ce n'est pas le moment de tomber malade. Les médecins sont en grève. En Vendée, le mouvement sera surtout suivi lundi prochain avec un appel lancé à l'ensemble des généralistes. Autre mobilisation que l'on évoquera dans cette édition, celle des agriculteurs. Le bras de fer avec la grande distribution se poursuit et s'amplifie même, bien qu'une réunion de conciliation ait été organisée ce mardi matin. Et puis nous parlerons aussi du Goût dans un instant. Le Goût qui va sans doute obtenir un nouveau classement, pas celui de l'UNESCO, enfin pas tout de suite, mais un classement qui participera à sa valorisation et surtout à sa protection. Mais on ouvre avec ce nouveau drame. Après Dijon, c'est Nantes qui a été la cible d'un chauffard. Au volant de sa voiture, un homme de 37 ans a fauché 10 personnes en plein marché de Noël hier soir vers 19h avant de tenter en vain de mettre fin à ses jours. Sur les 10 personnes, 6 ont été légèrement touchées, 3 autres plus gravement et une victime est décédée. Selon la procureure de la République Brigitte Lamy, l'acte serait isolé et ne semblerait pas lié à un acte terroriste. Je vous le disais en titre, mouvement de grève chez les médecins. Partout en France, les généralistes protestent contre le projet de loi santé, contre la généralisation du tiers payant et pour dénoncer leurs conditions d'exercice. Les médecins sont donc appelés à fermer leur cabinet jusqu'au 31 décembre, partout, même en Vendée, où les principaux syndicats ont également décidé d'organiser une journée principalement de contestation. Lundi prochain, le 29 décembre, ce sont donc tous les médecins généralistes du département qui seront en grève. Les explications de Paul Burgot. Surcharge administrative, suppression de jours de formation. Pour les médecins généralistes, le projet de loi de Marisol Touraine est la goutte qui a fait déborder le vase. Aujourd'hui et pour la première fois, les 4 syndicats vendéens se sont réunis pour appeler ensemble à faire la grève. Pour une fois, nous étions 4 syndicats en Vendée, tous unis. On a travaillé ensemble. C'est pour cela que sur le 29, nous avons décidé qu'il y ait un mouvement unitaire que nous appelons à ce que tous les cabinets de médecins généralistes de Vendée soient fermés. Il n'y aura donc pas de médecins sur cette journée du lundi 29 décembre. Et attention, puisque le mouvement se poursuit jusqu'au 31 au niveau national. Aucune raison de paniquer cependant. Comme Teddy Bourdet le rappelle, les patients seront toujours redirigés vers un autre médecin. Comme d'habitude, on appelle son cabinet pour savoir s'il y a une procédure à suivre sur le répondeur ou bien sur l'affiche sur la porte du cabinet. Pour les urgences vitales, c'est comme toute l'année. Si vraiment on a une urgence vitale ressentie, on contacte le SAMU, le 15. À Esnay, par exemple, c'est la première fois qu'Anne Sureau fera la grève demain avec ses collègues. Mais pas question pour autant de fermer le cabinet. Bien sûr, on a été sensible à assurer la continuité des soins. En fait, on sera tous en grève, mais on va se relayer pour qu'il y en ait toujours 2 pour assurer la continuité des soins. Et puis sachez qu'en cas de problème plus grave, les urgences seront toujours ouvertes, les urgentistes ayant terminé leur propre mouvement de grève ce matin. Et puis autre mouvement de grogne, celui des jeunes agriculteurs et de la FDSEA. Cette nuit, une centaine d'entre eux a bloqué et paralysé la plateforme Systému de Fontenay-le-Comte, ainsi qu'une grande surface de la ville. Objectif dénoncer la pression qu'exerce la grande distribution. Et ce mardi matin, pour tenter de désamorcer la situation, les agriculteurs et des responsables des enseignes se sont retrouvés au Conseil général. Ils ont ainsi échangé notamment sur la nécessité de mettre en application la loi Hamon, qui prévoit des renégociations des tarifs en fonction de l'évolution du prix des matières premières. La loi a été actée au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat depuis le mois de juillet. Derrière, elle n'est pas mise en application. Cette loi, c'est une loi qu'on cherche depuis très longtemps, qui prend en compte les coûts des matières premières. Si on prenait en compte notre coût de production en permanence, nos produits seraient payés à une juste valeur. La grande distribution nous dit clairement qu'il faudra qu'il y ait des lois qui soient mises en place pour que ça aboutisse. Parce que la grande distribution n'est pas prête à se mettre d'accord entre elles. Donc voilà. Mais de toute façon, ce qu'il y a de sûr, il faudra que ce soit rapide. Autrement, les agriculteurs retourneront voir les grandes surfaces. Et parmi ces actions que pourraient de nouveau organiser les agriculteurs, des opérations de contrôle sur l'origine des viandes, comme ici récemment dans une grande surface d'Esnay. Les responsables de l'enseigne, quant à eux, se défendent et montrent du doigt les industriels. La grosse problématique actuellement, c'est qu'il existe certains fournisseurs, des fournisseurs nationaux, voire internationaux, qui ne respectent pas cette règle. Il faudrait, je pense, faire des actions chez les gros industriels, plus que chez nous. Je pense que ça serait beaucoup plus profitable pour toute la filière porcine.
Et c'est dans ce contexte que le Conseil général, la Chambre d'agriculture de la Vendée et l'Association des maires et présidents de communautés viennent de lancer le réseau Manger local. Ce n'est pas banal. L'idée, c'est de renforcer les liens entre producteurs locaux et consommateurs et de favoriser les circuits alimentaires de proximité, notamment par l'approvisionnement des restaurations collectives. La restauration collective, il y a bien sûr les écoles, au sens très vaste du terme. Ça va de l'école primaire, la cantine, jusqu'au secondaire et même au supérieur. C'est aussi le cas pour les hôpitaux, c'est le cas pour les maisons de retraite, c'est le cas pour les restaurants aussi d'entreprise. Vraiment, fondamentalement, ce qu'on veut, c'est que petit à petit, dans quelques années, une grande majorité de la restauration collective fasse appel à des produits qui sont vraiment vendéens, pour le bien-être d'abord des Vendéens eux-mêmes. Cette question à présent, et si le Gois rejoignait le Mont-Saint-Michel ou encore Versailles sur la liste très fermée des bâtiments ou des lieux classés au patrimoine mondial de l'UNESCO? La question se pose, mais peut-être pas tout de suite en tout cas. Bien avant ça, il y a d'autres étapes à franchir, dont la prochaine, le classement au titre des monuments naturels et des sites à caractère légendaire ou pittoresque. Pour l'obtenir, une enquête publique démarrera en début d'année prochaine, puis le Conseil d'État examinera la demande courant 2015 pour éventuellement un classement en 2016. Les explications avec Anthony Jamin. Avec ses 4 km de sang, la chaussée du Gois, construite au XVIIIe siècle, présente la particularité d'être la seule route départementale de France, entièrement submersible 2 fois par jour lors des marées. Depuis toujours, la traversée au péril de la mer a rendu ce lieu unique, historique et pittoresque. C'est du moins sur la base de ces 2 critères que sera demandé le classement du site. Un classement qui portera sur l'ensemble formé par le passage du Gois, l'île de la Cronière et le polder de Sébastopol. C'est un site qui a été construit entièrement de la main de l'homme à partir du XVIIIe siècle, avec tout un extraordinaire travail de poldérisation qui a été entrepris par Cornil Jacobsen, qui est un ingénieur venu des Pays-Bas et qui a apporté toute la science des polders en Vendée. Et donc on a eu la construction de l'île de la Cronière à partir du XVIIIe qui a permis de construire un territoire agricole et progressivement de regagner des terres sur la mer. Et le Gois n'est que la partie résiduelle de la passe maritime en fait, entre l'île et le continent. Le classement de l'ensemble du site, c'est aussi la valorisation du territoire. En dépit de sa grande notoriété, le Gois reste encore mystérieux sur les plans paysagers et historiques. Des parcours thématiques et des outils pédagogiques devraient donc voir le jour pour permettre au public de mieux appréhender les lieux. Une protection accrue, certes, mais sans pour autant perturber les activités agricoles et touristiques liées au site. L'intérêt de ce site, c'est qu'il s'inscrit pleinement en lien avec les activités humaines. Et donc il ne s'agit pas de faire un classement pour interdire ensuite aux personnes de venir y pratiquer leurs activités habituelles, évidemment avec peut-être un certain nombre de prescriptions, de préconisations, comme tout site classé mérite d'être pris en considération. Ce sera surtout un moyen supplémentaire de faire comprendre, découvrir cette histoire et de renforcer encore un peu plus l'attrait du site pour nos visiteurs. Depuis 2 ans, des réunions du comité de pilotage sont organisées pour aboutir à une parution du décret du classement du site pour 2016. Économie à présent avec cette inauguration de l'hôtel d'entreprise à Fontenay-le-Comte, un lieu composé de 8 cellules qui vont permettre d'accueillir de jeunes entreprises, car c'est bien là son rôle, permettre à de nouvelles sociétés de démarrer leur activité liée à l'automobile pour ces entreprises. Elles ont toujours le profil de tourner autour de l'automobile. Donc l'automobile propre. Là, nous avons accueilli déjà un véhicule électrique, un constructeur de véhicules électriques sans permis pour personnes à mobilité réduite. Et nous attendons d'autres entreprises, d'autres chefs d'entreprise qui viennent s'implanter dans les prochains mois. Allez, on passe aux fêtes de fin d'année avec ce soir une idée de recette concoctée par le chef Nicolas Lucet. À vos tabliers et à vos fourneaux, il nous dévoile les secrets d'une papillote d'aiguillettes de canard. Regardez et prenez des notes, c'est un reportage de Grégoire de Châtillon. Voici une papillote d'aiguillettes de canard et foie gras à la sauce accompagnée de légumes. C'est Nicolas Lucet qui nous a suggéré cette idée. Vous avez du foie gras qui est assez festif pour les fêtes de fin d'année, ainsi que l'aiguillette de canard. Du coup après, avec ce plat-là, j'accompagne de légumes de saison.
Donc là, mes légumes sont prêts. Il me reste juste pour la déco une petite julienne de pommes. On va démarrer la sauce au Porto. Pour les aiguillettes, on n'oublie pas d'enlever le nerf. Voilà. On découpe le foie gras en petits cubes. Après assaisonnement, on dépose les aiguillettes de canard dans la poêle. Et après, faut pas les laisser trop longtemps, sinon après, ils vont vite cuire et ça sera plus rosé. Donc pour le montage de la papillote, on va les tailler juste en biseau. On va disposer au fond les aiguillettes de canard et les cubes de foie gras. Accompagné de sa sauce au Porto. Donc là, on va passer au dressage. Avec ses légumes cuits et croquants bien positionnés dans l'assiette, puis la papillote est très vite poêlée. Ça crépite, on l'entend, la sauce est chaude. Hop, on la positionne. Et voilà, notre plat est terminé. Peut-être un dernier petit conseil de chef. Au niveau de la papillote, surtout bien la fermer pour qu'elle soit bien hermétique. Bon appétit! Un clin d'œil à présent et un bon anniversaire à Maurice et Madeleine Cardot, 96 et 94 ans. Le couple vient de fêter ses 75 ans de mariage, entouré de ses 5 enfants, de ses 8 petits-enfants et de ses 19 arrière-petits-enfants. Alors évidemment, nous avons voulu savoir quel était le secret de la longévité de leur mariage. Écoutez. On a toujours été à deux quand même pour tout, hein. Mais et maintenant c'est plus difficile parce qu'il y a des moments que forcément avec l'âge ça s'arrange pas, hein. Il y a des bons moments et c'est comme partout. Il faut faire avec. Voilà, et pour information, 75 ans de mariage, ça correspond aux noces d'Albâtre. Un mot de la programmation de TV Vendée à présent. Et oui, votre chaîne aussi se met aux couleurs de Noël. Premier cadeau pour ces fêtes de fin d'année, la diffusion du spectacle Mais où est donc Quichotte? Un spectacle créé par la compagnie Bruno Boiliveau et les Cavaliers de l'Aventure en hommage à son créateur disparu en avril dernier. Et un spectacle que vous pourrez donc retrouver sur notre antenne à partir de ce mercredi après-midi. Voilà, et j'ajoute que la compagnie poursuit ses représentations du 26 au 30 janvier à Saint-Georges-de-Montaigu. Et puis que TV Vendée vous réserve une autre surprise avec un autre spectacle. On en reparlera demain. Avant ça, le temps prévu pour ce mercredi, il faut s'attendre à un ciel couvert. Les températures, en revanche, devraient tourner autour des 13-14 degrés. C'est 4 à 5 degrés de plus que les normales de saison. C'est ce que nous confirme Armel Pavageau dans un instant avec le bulletin météo complet. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actu vendéenne. Très bonne soirée sur TV Vendée et à demain.